Après COP27, révélée par F. Bazaïba, ministre en charge de l'environnement et développement durable, renseigne que les travaux préparatoires des assises se dérouleront en République démocratique du Congo en deux phases, notamment la réunion des scientifiques au mois de septembre à Yangambi, dans le nord-ouest du pays, et la réunion ministérielle en octobre dans la capitale congolaise, Kinshasa. Selon F. Bazaïba, l'organisation de l'après-COP 27 constitue une opportunité pour concrétiser les points 208 axe 44 du pilier 10 du programme d'action du gouvernement qui fixe comme objectif l'affirmation du leadership de la RDC sur les plans africains et mondial dans les domaines de la gestion des eaux, des forêts et de la biodiversité. En tout et pour tout, en RDC, nous n'en avons reçu pendant 50 ans que 2% de l'ensemble de cette finance verte, alors que ce sont nos forêts qui jouent le rôle que vous connaissez, non seulement comme maison de la biodiversité, mais les forêts qui absorbent, qui séquestrent les pollutions, et aussi grâce à ces écosystèmes hydriques, nous avons les pluies, nous avons la pluviométrie dans toute la partie est de l'Afrique. Nous sommes en train de renflouer les Nils et beaucoup d'autres choses. Selon les précisions données ce mardi 21 juin, la finance climatique venant de la communauté internationale est évaluée à plus de 2 milliards de dollars de la communauté internationale. Dans ces fonds, les États-Unis d'Amérique ont contribué avec 1,5 milliard de dollars pour appuyer la protection des forêts et des tourbières dans le bassin du Congo. Un financement de 500 millions de dollars américains issu du second partenariat RDC-CAFI a été également accordé pour développer les partenariats bilatéraux avec la RDC en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Sur base des données scientifiques que nous, politiques, nous, gouvernants, nous allons asseoir nos programmes de gouvernance, et aussi la société civile va contrôler la manière dont nous travaillons, et la société civile va s'impliquer dans la mise en œuvre de ces programmes. La réunion des scientifiques elle-même, de manière tout à fait officielle, en tout cas, sauf imprévu de dernière minute, c'est du 1er au 3 septembre. C'est alors que cette conférence se tiendra au mois de novembre de cette année en cours à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le gouvernement congolais a parlé trichement de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, dévoilé les logos de cette grande réunion climatique. Il s'accompagne d'une incitation d'investissement privé américain pour appuyer la vision de la RDC Pays Solutions de manière collective et la mise en place d'un groupe de travail RDC-OIC composé de 10 experts, dont 5 pour chacun des deux pays. Avec les effets des changements climatiques actuels, l'urgence de mettre en place le plus rapidement possible des mesures effectives et économiques de réduction des gaz à effet de serre, de captage et stockage de carbone est plus que jamais prioritaire. Abandonner la coupe de bois et l'industrialisation est une préoccupation quotidienne des chercheurs. Dans cette alternative, ils sont plutôt favorables pour l'agroforesterie, car ce système offre les avantages à tous les niveaux. J'aime bien dire que l'agroforesterie, c'est des champs les uns sous les autres. Vous pouvez avoir des arbres sous lesquels vous avez des arbres plus petits, puis des arbres encore plus petits, et là-dessous des cultures. C'est une superposition de champs agricoles. C'est absolument spectaculaire. Vous pouvez aussi avoir des cultures qui aiment pousser à l'ombre, comme le caféier ou le cacaoyer, que vous cultivez sous des arbres d'ombrage. Il y a toute une série d'associations comme ça en plusieurs couches qui sont possibles et qui sont caractéristiques de l'agroforesterie. La pratique de l'agroforesterie est reconnue pour diversifier les productions, protéger les sols et mieux gérer les ressources. Grâce à cette activité, le monde pourrait espérer restaurer son climat. L'agroforesterie permet, grâce à la présence des arbres dans les parcelles agricoles, de stocker de grandes quantités de carbone. Parce que les arbres stockent ce carbone soit dans le bois, soit le font passer dans le sol, où il est stocké pendant de longues périodes. Ensuite, l'agroforesterie permet également de s'adapter au changement climatique. Parce qu'une parcelle dans laquelle il y a des arbres, par rapport à une parcelle dans laquelle il n'y a qu'une monoculture, est beaucoup plus stable par rapport à un imprévu climatique. On appelle ça la résilience. S'il se produit un imprévu, comme une grosse chaleur,
une sécheresse ou même un gros orage ou une pluie inattendue de grande quantité, eh bien l'agroforesterie permet de mieux résister à cet imprévu et de récupérer plus rapidement son fonctionnement normal. L'agroforesterie assure en même temps le bon déroulement du cycle des produits, la protection des sols et l'amélioration de sa fertilité. Ce secteur génère des bénéfices qui pourront permettre à l'être humain de vaincre la faim. Au travers de cette opportunité, les experts conseillent les autorités de la République démocratique du Congo à amplifier les projets d'agroforesterie pour faire asseoir son économie. Améliorer le bien-être des peuples continue à être l'une des préoccupations des États de l'Afrique. Au fil des ans, l'État congolais a progressivement admis que le développement durable passe par la promotion des opportunités économiques du pays ainsi que des conditions de vie des communautés. Certains scientifiques sont optimistes. Ils encouragent le gouvernement à maximiser les projets agricoles du pays et des privés afin de favoriser les créations des entreprises capables de produire à grande échelle. Lorsque nous parlons du développement, il faut qu'il y ait des ressources. Et ces ressources sont dans un milieu précis, c'est dans l'environnement. Parce que le développement durable, il y a trois composantes. Vous avez d'abord la dimension environnementale, la dimension sociale et la dimension économique. Surtout, vous voyez, avec les ressources, parce que notre vie sur la planète Terre, s'il n'y a pas de ressources, quelles que soient les ressources biologiques ou minérales, c'est tout à fait compliqué. À en croire certains experts, un autre plus grand bien social est la protection de l'environnement. Plus cet environnement est bien géré, plus le pays sera en meilleure position pour améliorer la vie des populations sur la Terre. S'il n'y a pas de milieu ruraux, c'est tout à fait difficile parce que tout ce que nous consommons dans la ville, ça provient dans les milieux ruraux. Alors, le souci est qu'il faut commencer d'abord à éduquer la population, notamment la population rurale. Il faut commencer là-bas, à partir de la population rurale. Vous avez également dans les districts, dans les secteurs, jusqu'à tel point vous allez arriver dans les grandes villes. Mais lorsque vous commencez le développement au sommet, pour aller à la base, ça ne se fait pas. Le développement commence à la base, c'est-à-dire dans nos milieux ruraux. Comment promouvoir le développement durable en RDC et quel état des lieux à faire sur les efforts consentis pour atteindre les stades de développement durable devraient être des questions prioritaires pour intensifier la campagne de lutte contre la faim au pays. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Sa prévalence varie dans le monde. Dans certains pays, seule une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. Les enfants atteints d'albinisme naissent avec une couleur de peau et de cheveux très claire, presque blanche, due à l'absence de pigments. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. L'albinisme entraîne donc une vulnérabilité à l'exposition au soleil pouvant déboucher sur un cancer de la peau et sur de graves déficiences visuelles. Il n'existe aucun traitement. Les patients doivent donc éviter les lumières solaires directes, utiliser des lunettes de soleil avec filtre UV. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, plusieurs voix se sont élevées à Kinshasa pour dénoncer le mauvais traitement dont sont victimes ces personnes. C'est le cas de l'ONG Voix des Oubliés VDO qui, au cours d'une conférence organisée le 13 juin 2022, a tenu à attirer l'attention de tous sur les personnes vivant avec albinisme. Dans le cadre de la Journée internationale pour la sensibilisation, nous avons tenu à organiser cette conférence afin d'attirer l'attention de tiers sur le cas des personnes atteintes d'albinisme. 8 familles sur 10 vivent dans des conditions précaires en République démocratique du Congo. Ajouter à cela l'entretien d'un enfant albinos est un cauchemar pour plusieurs vu le coût des produits pour les entretenir. D'où le plaidoyer de certaines ONG dans ce sens. Notre vision générale, c'est remettre le Congolais au centre de tout comme un être humain qui a droit à être considéré, qui a droit à être en prise en charge pour ceux-là qui sont un peu plus démunis. Et nous voulons travailler avec quelques cabinets pour pouvoir faciliter la tâche aux albinos dans leur quotidien, que ce soit au niveau de la vue, au niveau des dents et de la peau aussi. À en croire le représentant de la ministre déléguée aux Affaires sociales pour la cause des personnes handicapées, présent à cette cérémonie, le gouvernement, à travers ce ministère, met tout en œuvre pour aider les personnes vivant avec albinisme en RDC. Nous focalisons beaucoup d'efforts pour qu'il y ait un programme
pour toute la République, pour chaque catégorie d'handicap. L'État a songé de mettre en place toute une clinique qui va s'occuper de cette catégorie de nos concitoyens. C'est une avancée, une très grande avancée pour notre pays. Je voulais vous tranquilliser et vous dire que nos frères et sœurs qui vivent avec l'albinisme ne sont pas vraiment oubliés par l'État congolais. Les personnes vivant avec albinisme sont toujours marginalisées au point d'être tuées dans certains pays d'Afrique à cause des rituels dont elles sont victimes. Ceci a poussé certains d'entre eux à se battre pour leurs droits. C'est le cas de Maïté Matayo, présidente de l'ASBEL Un Pas Ensemble, qui milite pour l'intégration, l'adaptation et l'épanouissement de l'enfant albinos, chose qui lui a valu un diplôme. Les parents et les personnes qui entourent les enfants albinos, comme à l'école aussi, ce sont les personnes qui ne comprennent pas vraiment ces enfants-là. Alors ils sont mal encadrés, ils sont mal accompagnés, alors ça fait à ce que leur vie sociale est limitée. La source est déjà mauvaise. Alors Un Pas Ensemble sensibilise les parents, les professeurs et toutes ces personnes qui entourent ces enfants-là pour qu'ils puissent bien comprendre ce qu'est l'albinisme, comment traiter une personne vivant avec albinisme. Naître avec albinisme est loin d'être une malédiction, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Je ne peux du tout être content d'avoir un enfant albinos. Ça ne peut pas marcher. Je les trouve sales. Puis leur entretien est difficile. En avoir peut être synonyme d'une punition de Dieu à mon égard. C'est très mauvais. Malgré tout, les personnes vivant avec cette anomalie ont su rester debout, tête haute et forte. En tout cas, pour ma part, je veux dire que je me sens très bien. Nous, on a été beaucoup plus poussés par un esprit de révolte dû à un acheminement d'événements qui se sont produits. Certains de nos amis albinos ont été rejetés, ont été discriminés, n'ont pas pu trouver leur place suite au manque d'informations. Et nous, on a créé notre structure afin de valoriser la personne atteinte d'albinisme, afin de montrer aux autres que l'albinos peut mieux faire, peut bien faire et peut faire beaucoup de choses. Il suffit simplement de l'accepter, de le tolérer ainsi que de lui donner sa place dans la société. Dans ma famille, nous sommes à deux. Nous n'avons suivi aucun préjugé, aucun vice discriminatoire, car à la base, nos parents ont eu l'information sur l'albinisme. Un exemple à suivre pour ces albinos qui peinent encore à s'intégrer dans la société. Rappelons que le monde célèbre la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme le 13 juin de chaque année depuis 2015, selon la résolution 69/170 de l'Assemblée générale des Nations unies.